Mai 2019, en Afghanistan. Une photo commence à circuler dans les milieux militaires et sur les forums spécialisés en armes à feu. Elle montre le général en chef américain en Afghanistan, commandant de toutes les forces américaines et de l'OTAN, en réunion avec des troupes afghanes dans la province de Kandahar. Mais un détail attire immédiatement l'attention de quiconque s'y connaît en armes de poing militaires. À sa hanche, dans un étui Kydex beige, se trouve un pistolet qui n'est plus en dotation standard depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas le Beretta M9 adopté par l'armée en 1985. Ce n'est pas non plus le nouveau SIG M17 qui le remplace progressivement. Il s'agit d'un 1911 à simple action, en calibre .95, avec un chargeur de 7 cartouches. Le même modèle fondamental conçu par John Moses Browning en 1911. L'arme même que les soldats américains ont portée lors de 2 guerres mondiales, de la Corée et du Vietnam. Et quand un porte-parole est interrogé à ce sujet, la réponse fuse sans détour. Oui, c'est bien son arme de service. Le général s'appelle Austin Scott Miller. 4 étoiles. Promotion de West Point en 1983. Ranger, opérateur de Delta Force, commandant des forces au sol pendant la bataille de Mogadiscio. Cette opération qui a inspiré Black Hawk Down. Commandant du Joint Special Operation Command et maintenant le dernier commandant des forces américaines en Afghanistan. Plus de 38 ans sous l'uniforme, blessé à 2 reprises. Décoré plus de fois que la plupart des soldats ne sauraient les compter. Et pourtant, il porte encore essentiellement le même pistolet que celui qu'il avait à Mogadiscio en 1993. Pourquoi? Pourquoi un homme qui a accès à tout l'arsenal moderne américain, qui pourrait choisir n'importe quelle arme, opterait-il pour un modèle de 1911 plutôt que pour ces pistolets à châssis polymère et haute capacité qui règnent en maître dans les combats actuels? La réponse n'est pas dans la nostalgie, ni dans l'entêtement. Elle est bien plus captivante. Elle concerne ce qui se passe quand un pistolet n'est plus un simple outil, mais un compagnon qui vous a accompagné à travers l'enfer. Pour saisir l'importance de cette arme, il faut d'abord comprendre l'homme qui la porte. Austin Scott Miller est né à Honolulu, à Hawaï, le 15 mai 1961. Fils d'un militaire, un gamin d'armée, le genre de garçon qui a grandi en comprenant que certains hommes choisissent de foncer vers le danger au lieu de s'enfuir. Il intègre West Point en 1979 et en sort diplômé en 1983. Mais Miller ne suit pas le chemin classique des officiers. Il ne cherche pas un poste confortable au quartier général. Il veut être au cœur de l'action. Après son diplôme, il sert dans la 82e division aéroportée, puis au 75e régiment des Rangers. Dès lors, il se distingue comme un officier qui cible les missions les plus ardues. Mais Miller en veut davantage. En 1992, il franchit un pas que seuls quelques officiers de l'armée osent tenter. Il s'engage dans le processus de sélection du First Special Forces Operational Detachment Delta, mieux connu sous le nom de Delta Force, l'unité la plus secrète et la plus élitiste des forces spéciales américaines. Celle qui n'existe officiellement pas, celle dont les membres ne parlent jamais de leurs opérations, même pas à leur famille. Le processus de sélection est légendaire, impitoyable, conçu pour briser même les plus solides. Des randonnées de 50 miles dans les montagnes des Appalaches, sans nourriture, sans sommeil, sans savoir combien de chemin reste à parcourir. 90% des candidats échouent. Miller, lui, réussit. On l'assigne à Delta Force à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Et c'est là que l'histoire devient passionnante, parce que Delta Force ne s'était pas équipé du M9. Quand l'armée a adopté le Beretta M9 en 1985, en remplaçant le vénérable M1911A1, la plupart des unités ont suivi le mouvement. Mais Delta Force a regardé le M9 et a dit non.
Depuis sa création en 1977, l'unité utilisait des 1911 customisés. Ce n'étaient pas des armes standards de l'armée, c'étaient des outils de précision. Châssis et montures. Caspian. Canons ajustés à la main. Détente match-grade. Sécurité ambidextre. Quand on est le meilleur, on a droit au meilleur. Ainsi, quand le capitaine Austin Miller intègre Delta Force en 1992, on lui remet l'un de ses 1911 customisés. Il ignore alors que ce pistolet, ou ses successeurs, l'accompagnera pendant les 3 décennies suivantes. Le 3 octobre 1993, Mogadiscio, Somalie. La mission devait durer 30 minutes. La Task Force Ranger, une force combinée d'opérateurs Delta Force, de Rangers de l'armée et d'éléments aériens, devait s'infiltrer au centre-ville en descendant en rappel rapide, capturer 2 lieutenants du seigneur de guerre Muhammad Farah Aidid et s'extraire avant que les milices somaliennes ne réagissent. 30 minutes, entrée et sortie propre. Le capitaine Austin Miller commande les forces au sol de l'élément d'assaut Delta. À 15h42 locales, les hélicoptères Little Bird, transportant les opérateurs Delta, atteignent l'objectif. Le souffle des rotors soulève des nuages de sable somalien fin. Les hommes descendent en rappel. Le chrono est lancé. En quelques minutes, tout part à volo. Le soldat de première classe, Todd Blackburn, rate sa prise pendant la descente en rappel et chute de 70 pieds sur la chaussée. Il nécessite une évacuation immédiate. Les rues de Mogadiscio grouillent déjà d'hommes armés des milices. Puis retentit le bruit qui va transformer la politique militaire américaine pour une décennie. Le sifflement distinctif d'une grenade propulsée par roquette. Le Super 61, un hélicoptère Black Hawk aux commandes du chef de bataillon Cliff Walcott, fut touché par un RPG et s'écrasa dans les rues du quartier du marché de Baccarat. La mission n'était plus une opération de capture, mais une tentative de sauvetage. Miller et ses opérateurs Delta se frayèrent un chemin à travers les artères de la ville en direction du lieu de l'accident. Des milliers de miliciens somaliens affluaient vers les Américains. À 16h40, un second Black Hawk, le Super 64, fut à son tour abattu par un RPG et s'écrasa à quelques pâtés de maisons de là. Ce qui s'ensuivit fut le plus long affrontement ininterrompu dans lequel les troupes américaines s'étaient engagées depuis le Vietnam. 18 heures. 18 heures de combat incessant. 18 heures à manquer de munitions, à soigner des camarades blessés, à voir des frères d'armes périr. Au milieu du tumulte de cette nuit-là, le 1911 de Miller ne le quitta pas. Le sable somalien fin s'infiltra dans chaque pièce du mécanisme. Chez certains opérateurs Delta, leurs 1911 s'enrayèrent totalement, les culasses bloquées par la poussière. Mais d'autres 1911 continuèrent à fonctionner, ceux qui étaient bien entretenus, ceux dont les utilisateurs avaient acquis, au fil des années d'expérience, la maîtrise pour les maintenir opérationnels. Au site du second crash, 2 snipers Delta, le sergent-chef Gary Gordon et le sergent premier classe Randy Shugart, prirent une décision qui leur vaudrait à tous deux la Medal of Honor à titre posthume. Ils demandèrent l'autorisation de descendre sur place pour protéger le pilote blessé Mike Durant, conscient qu'il se retrouverait encerclé et très probablement tué. La permission fut d'abord refusée. Ils insistèrent à plusieurs reprises. Enfin, ils s'y rendirent. Gordon et Shugart repoussèrent la foule somalienne aussi longtemps que possible. Lorsque leurs armes principales s'épuisèrent, ils sortirent leur 1911. Quand Shugart fut abattu, Gordon remit son 1911 au blessé Durant en lui lançant. Peu après, Gordon tomba lui aussi. Ce 1911, ultime arme d'un récipiendaire de la Medal of Honor, tendu à un pilote grièvement touché dans un geste de résistance farouche, devint l'un des pistolets les plus emblématiques de l'histoire militaire américaine. Le capitaine Austin Miller,
survécut à la bataille de Mogadiscio. Il fut blessé, mais il s'en sortit. Il reçut l'étoile de bronze avec dispositif pour bravoure pour ses actes ce jour-là. Et il n'oublia jamais les leçons de ses 18 heures. Un pistolet n'est pas qu'un simple outil. Dans les instants les plus critiques, quand tout le reste a échoué, quand votre fusil est vide et que l'ennemi resserre l'étau, votre pistolet est la dernière barrière entre vous et la mort. Et dans ces instants-là, vous voulez quelque chose en qui vous avez une confiance absolue. Pour Miller, c'était le 1911. Parlons maintenant du Beretta M9. Le M9 a été l'une des décisions les plus controversées de l'histoire militaire américaine. Pour saisir pourquoi des hommes comme Scott Miller refusaient de le porter, il faut remonter à ce qui s'est passé quand l'armée a tenté de remplacer le 1911. L'histoire débute en 1978, lorsque le Congrès ordonna au département de la Défense de trouver un nouveau pistolet standard. Le M1911A1 était en service depuis 1911. Nombre de ces armes encore en stock avaient été fabriquées pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient usées, brinque-ballantes, imprécises. Ce qui suivit fut un fiasco administratif. L'US Air Force mena les premiers essais en 1980 sur le Beretta 92 SB. L'armée contesta les résultats. L'armée lança ses propres tests en 1981, puis annula le programme en 1982, affirmant qu'aucun des pistolets soumis ne remplissait les critères. La réalité, beaucoup au sein de l'armée refusaient tout simplement d'abandonner le 1911. Finalement, en 1984, sous une pression politique intense, les essais X-M9 eurent lieu. Le Beretta 92F en sortit vainqueur, et en janvier 1985, il fut officiellement adopté comme M9. L'armée commença à déployer le M9. La plupart des unités passèrent au nouveau modèle, sans protester. Puis les problèmes surgirent. En septembre 1987, un opérateur des forces spéciales de la Navy fut blessé lorsque la culasse de son Beretta se brisa et le frappa au visage. Quelques mois plus tard, 2 autres M9 subirent des défaillances de culasse lors d'essais. Puis d'autres encore. En 1988, 14 culasses de M9 s'étaient pêlées ou cassées net. 4 tireurs avaient été atteints. Lacération au visage nécessitant des points de suture, dents cassées, contusion. L'armée décida de mener tous les tests de M9 avec le tireur protégé par un bouclier. Les Navy SEALs furent les premiers à sonner l'alarme. Ils tiraient des milliers de cartouches par semaine avec leurs pistolets, bien plus que les troupes conventionnelles, et leur M9 se dégradait à un rythme effarant. Les SEALs optèrent pour le Siege Sauer P-226. D'autres unités d'opération spéciales n'adoptèrent jamais le M9. Delta Force conserva ses 1911. Le problème avec la confiance, c'est qu'une fois brisée, elle est presque impossible à restaurer. Ces premières ruptures de culasse laissèrent une tache indélébile sur la réputation du M9. Même après que Beretta eut résolu le souci, même après que l'usine du Maryland n'eut plus aucun échec de culasse, le discrédit persista. Chaque opérateur spécial qui apprit l'histoire des Beretta se cassant et projetant de l'acier dans le visage des tireurs prit bonne note mentalement. Pas pour moi. De quel 1911 s'agissait-il exactement, celui que portait Delta Force? Ce n'était pas un pistolet militaire standard. Ce n'était pas un modèle que l'on pouvait se procurer chez un armurier ordinaire. Il s'agissait d'un outil de précision conçu sur mesure pour les environnements de combat les plus extrêmes de la planète. Les armuriers de Delta, ces experts en armurerie qui avaient consacré leur vie à assembler et entretenir l'arsenal de l'unité, avaient élevé le 1911 au rang d'œuvre d'art. Les pistolets reposaient sur des châssis et des montures Caspian, réputés pour leur tolérance serrée
et leur acier de haute qualité. Les canons étaient des National Match, usinés et ajustés manuellement pour chaque arme individuelle. Les détentes étaient réglées pour rompre entre 3,5 et 4 livres. Nettoie, fluide sans jeu, assez légère pour un tir précis, mais suffisamment lourde pour assurer la sécurité en situation de tension. Chaque composant était assemblé à la main par des artisans chevronnés. Conscient que ces armes seraient emportées dans les zones les plus périlleuses du monde, et elles subissaient des essais impitoyables. Les opérateurs de Delta tiraient des milliers de cartouches par mois avec leurs pistolets. Tout problème de fiabilité était détecté sur le champ. Toute arme qui ne fonctionnait pas impeccablement était remanufacturée jusqu'à ce qu'elle le fasse. Le résultat, un 1911 atteignant une fiabilité proche de 100%, le Graal absolu des armes à feu. Un pistolet qui partait aux moindres pressions sur la queue de détente sans jamais faillir, qu'il y ait de la poussière, de la boue, du sable ou le tumulte du champ de bataille. La dernière génération de 1911 de Delta avait été réalisée par l'atelier Custom de Springfield Armory en partenariat avec l'unité. Larry Vickers, un ancien opérateur de Delta, a qualifié ces modèles Springfield des meilleurs 1911 jamais distribués au sein de l'unité. Lorsque le général Miller est apparu sur cette photo de 2019 avec un 1911 à la ceinture, les spéculations ont immédiatement envahi le web. Mais peu importe la variante qu'il portait. Ce qui compte, c'est que Miller avait trimballé une version ou une autre du 1911 de Delta pendant plus de 26 ans, à travers la Somalie, la Bosnie, les débuts de l'Afghanistan et son ascension du grade de capitaine à celui de général 4 étoiles. Cette arme, ou ses successeurs directs, l'avait accompagné tout du long. Le 18 octobre 2018, province de Kandahar en Afghanistan. Le général Scott Miller, désormais 4 étoiles et commandant de toutes les forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, participait à une réunion au complexe du gouverneur. Parmi les présents figurait le général Abdul Razik, le tout-puissant chef de la police de la province de Kandahar, l'un des alliés afghans les plus précieux des États-Unis. La réunion venait de s'achever. Miller et son escorte s'apprêtaient à se diriger vers l'hélipad pour l'exfiltration. Soudain, des coups de feu ont retenti. Un infiltré taliban, un homme revêtu de l'uniforme de la police frontalière afghane, qui s'était fondu dans le rôle de garde du corps, a ouvert le feu sur le groupe. Le général Abdul Razik a été tué sur le coup. Idem pour le chef des renseignements provinciaux. Le gouverneur provincial a été grièvement blessé. 3 Américains ont été touchés. Le général Miller n'était pas en première ligne du tir, mais il était tout près, très près, et selon de multiples témoignages, il a sorti son arme de poing. Prenez un instant pour y réfléchir. Un général 4 étoiles, responsable d'un entier théâtre d'opération, qui dégaine son pistolet face à une attaque ennemie. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit dans la guerre contemporaine. Les généraux dirigent depuis les QG, les centres d'opération tactique, la sécurité relative des bases fortifiées. Mais Scott Miller n'avait jamais été ce type de général. Il était d'abord un opérateur de Delta Force, un général ensuite. Il s'était battu dans les rues de Mogadiscio avec un pistolet à la hanche. Il avait passé 15 ans dans l'unité, impliqué dans d'innombrables opérations de combat. Il avait été blessé à 2 reprises. Quand les tirs ont éclaté dans ce compound de Kandahar, son entraînement a repris le dessus. Le même entraînement qu'il avait suivi 30 ans plus tôt. Les mêmes réflexes qui l'avaient maintenu en vie en Somalie. Il a dégainé. Miller est resté sur place jusqu'à ce que les blessés soient évacués. Il a décollé avec les victimes, y compris le brigadier général Jeffrey Smiley, qui avait été touché. Mais l'image qui a marqué bien des observateurs, c'est celle-ci. Un général 4 étoiles au cœur d'une fusillade active, la main sur un 1911 qu'il portait depuis la plus grande partie de sa vie d'adulte. Il y a quelque chose que ceux qui n'ont pas connu le combat peinent souvent à saisir.
une arme que vous avez emportée au feu, une arme qui vous a sauvé la vie, qui vous a accompagné dans vos pires instants, cesse d'être un simple objet. Elle devient autre chose, un fétiche, un compagnon, une part de votre essence. Le général Scott Miller a porté en 1911 pendant la bataille de Mogadiscio. Il a vu des amis mourir autour de lui. Il s'est battu 18 heures d'affilée et, au bout du compte, quand le soleil s'est levé sur cette ville maudite, il était encore en vie. Quand on a traversé ça, on ne change pas à la légère pour un autre système d'armes. Ce n'est pas une question de spec technique, pas de capacité de chargeur, de calibre ou de poids de détente. Ces aspects comptent bien sûr, mais ils passent après. Ce qui prime, c'est la confiance. Miller faisait confiance à son 1911. Il lui avait fait confiance à Mogadiscio, en Bosnie, en Afghanistan. Il avait fait confiance à cette arme le 18 octobre 2018, lorsqu'un tireur taliban avait ouvert le feu et que tout s'était précipité en quelques secondes. Et cette confiance était méritée. Chaque cartouche tirée avec ce pistolet, des milliers et des milliers d'entre elles, avait consolidé cette relation. Chaque incident évité, sans aucun dysfonctionnement, chaque rechargement fluide. À chaque fois que les viseurs s'étaient alignés, que la détente avait cédé et que la balle avait atterri pile là où il le fallait. Lorsque le Beretta M9 fut adopté, des hommes comme Miller l'ont observé avec suspicion. Une inconnue, un pistolet qui avait connu des échecs graves lors des essais, un calibre jugé insuffisant par beaucoup, une détente radicalement différente de ce qu'ils avaient appris à manier. Pourquoi adopter cet inconnu alors qu'ils disposaient déjà d'un outil fiable? Tout simplement, ils ne l'ont pas fait, car la confiance ne s'impose pas, elle se gagne. En juillet 2021, le général Scott Miller a quitté son poste de commandant des forces américaines en Afghanistan. Il l'avait occupé plus longtemps que quiconque avant lui, près de 3 ans. Il avait supervisé le début du retrait américain, les pourparlers avec les talibans, l'effondrement progressif de tout ce que les troupes américaines avaient édifié. Quelques semaines après la fin du retrait, les talibans s'étaient emparés de Kaboul. Le gouvernement soutenu par l'Amérique pendant 20 ans s'était écroulé en quelques jours. Ce fut une conclusion amère pour une carrière qui avait démarré avec tant d'espoir. Miller a pris sa retraite de l'armée en décembre 2021. Près de 40 années en uniforme, des opérations de combat sur 4 continents, la bataille de Mogadiscio, la traque d'Oussama Ben Laden, la plus longue commandement dans l'histoire de l'Afghanistan, et tout au long de ce parcours, le 1911. Le pistolet qui l'accompagnait depuis 1992 ou 1993, époque où il avait intégré Delta Force en tant que jeune capitaine. Cette arme symbolisait un lien avec une lignée de guerriers américains remontant aux tranchées de la Première Guerre mondiale. En 2019, lorsque ces photos de Miller ont circulé, le 1911 devenait déjà une rareté dans les rangs militaires. Le corps des Marines avait annoncé son intention de retirer ses M45A1. Même les unités d'opération spéciales se tournaient de plus en plus vers des armes plus contemporaines. L'époque du 1911, en tant qu'arme de poing militaire, touchait à sa fin. Mais pour des hommes comme Scott Miller, ceux qui avaient été au cœur de l'action, qui avaient combattu et saigné avec ces pistolets à la hanche, ils les conserveraient jusqu'au bout. Parce que certaines choses, on ne les abandonne pas. Il y a une raison pour laquelle ce récit touche tant de monde. Dans une ère de mutation perpétuelle, d'obsolescence programmée, de technologies qui vieillissent dès leur achat, il y a quelque chose d'attirant dans l'image d'un homme portant le même outil pendant 26 ans. Pas par entêtement, ni par aversion au progrès, mais parce qu'il avait trouvé ce qui fonctionnait, et il ne voyait aucune raison de réparer ce qui n'était pas cassé. Le général Scott Miller aurait pu choisir n'importe quoi. En tant qu'opérateur de Delta Force, il avait accès aux armes à feu les plus avancées au monde. En tant que général 4 étoiles, il pouvait demander n'importe quel système d'armement disponible dans l'arsenal américain.
Il a opté pour un modèle de 1911. Il l'a choisi parce qu'il lui faisait confiance, parce qu'il l'avait accompagné lors des pires instants de sa vie, parce que les hommes qu'il admirait le plus, les opérateurs qui l'avaient précédé, avaient tous fait le même choix. Les artisans qui avaient fabriqué ces pistolets, les frères d'armes qui s'étaient battus à ses côtés à Mogadiscio. Il y a une leçon à tirer de cela. Dans un monde fasciné par le plus récent, le plus innovant, le plus chargé de fonctionnalités, la bonne réponse est parfois celle qui a fait ses preuves au fil du temps. Parfois, la fiabilité prime sur la capacité. Parfois, la confiance l'emporte sur les chiffres d'une fiche technique. Le 1911 n'est pas parfait. Il a ses limites. 7 cartouches au lieu de 15 ou 17. Action simple uniquement, demandant plus d'entraînement pour un port sécurisé. Plus lourd que les alternatives en polymère moderne. Plus coûteux à produire. Mais pour des hommes comme Scott Miller, ces compromis étaient acceptables. Parce que quand on lutte pour sa survie, quand l'ennemi resserre l'étau, quand le fusil est vide, quand tout repose sur les instants suivants, on ne veut pas l'arme au meilleur spec. On veut celle en laquelle on a confiance, et cette confiance se mérite, elle ne s'octroie pas. Au final, la question n'est pas vraiment pourquoi le général Miller a refusé le Beretta M9. La question est, que signifie porter le même outil à travers 3 décennies de combat? Cela signifie qu'il a découvert ce qui marchait. Cela signifie qu'il l'a affiné, qu'il s'est entraîné avec, qu'il en a maîtrisé chaque particularité jusqu'à ce qu'il devienne une prolongation de lui-même. Cela signifie que, lors du moment décisif, dans les rues de Mogadiscio, dans les montagnes d'Afghanistan, dans le complexe du gouverneur à Kandahar, il n'avait pas à réfléchir à son arme. Il pouvait se concentrer sur la menace, sur ses hommes, sur la mission. C'est ce que représentaient ces 26 années. Pas de l'obstination, ni de la nostalgie, mais une maîtrise absolue. Le général Austin Scott Miller est à la retraite désormais. Les guerres qu'il a menées sont terminées, du moins pour l'Amérique. Mais quelque part, sans doute dans un coffre-fort chez lui, se trouve un pistolet de calibre 45 chargé d'histoire à raconter. Une histoire de Mogadiscio, où 18 Américains ont perdu la vie et où un capitaine a découvert la véritable signification du combat. Une histoire d'Afghanistan, où une nation a tenté de construire un avenir avant d'échouer lamentablement. Une histoire d'un homme qui a déniché un instrument fiable en qui il avait confiance et qu'il n'a plus jamais lâché. C'est pour cela que le général Miller a conservé son 1911 pendant 26 ans.